Bonjour et bienvenue dans Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre d'hommes, de femmes avec des parcours différents, des projets et des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Rock Jefferson, qui est ancien footballeur. Il est aussi entraîneur, formateur et préparateur des futurs joueurs professionnels à travers l'Académie JR24. Rock Jefferson, vous êtes en direct de Guinée. Bonjour et heureuse de vous accueillir sur RTV aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir d'ailleurs. On va apprendre à vous connaître. Rock Jefferson, donc vous êtes ancien footballeur, entraîneur, et là vous êtes en Guinée. Il fait pas très beau là en Guinée, hein? Non, c'est la fin de la saison des pluies là. D'accord. Que ça se termine là. Il reste encore quelques jours et après il y a le gros soleil qui arrive. Ah super. Bon. On vous souhaite Voilà. le soleil là. Alors, parlez-nous un petit peu pour apprendre à vous découvrir, à vous connaître. Parlez-nous de votre parcours professionnel brièvement. Une carrière de footballeur de plus de 12 ans dans les championnats nationaux. Donc où j'ai pu parcourir beaucoup de villes en France sur différents clubs. Et puis au fur et à mesure de ma carrière, j'ai passé des diplômes d'entraîneur parce que je voulais redonner à la fin de ma carrière ce que j'ai pu prendre, ce que j'ai pu acquérir tout au long de cette belle petite carrière. Et aujourd'hui, j'ai réussi à avoir certains diplômes qui me permettent d'exercer, où je peux préparer des athlètes au haut niveau. Voilà, avec mon expérience et mon vécu. Alors, Rock, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre parcours professionnel? Le plus difficile, je pense que ça a été d'essayer de rester le plus longtemps au même niveau ou d'avancer dans le niveau. Donc c'est ce qu'on essaie de faire prendre conscience aux joueurs, c'est que une carrière c'est long et il faut y rester. Donc même quand on y arrive, il faut rester le plus longtemps possible. Donc c'est la longévité qui est le plus difficile. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement? Bon, peut-être que vous avez regardé Olive et Tom, je ne sais pas, un dessin animé qui vous a inspiré ou non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour être footballeur? Non, moi en fait, ce qui m'a inspiré, c'est qu'au début, moi j'ai commencé par la danse. De 6 ans à 11 ans, j'ai fait de la danse. Et c'est des personnes de mon quartier à l'époque qui me disaient mais la danse c'est pour les filles, c'est pour les filles, c'est pour les filles. Et d'un coup, j'ai changé de sport. Et comme j'avais des aptitudes pour le football, je me suis lancé dans le football et j'ai pu en vivre pendant 12 ans. Et j'ai pu y passer des diplômes et aujourd'hui m'épanouir en tant qu'homme et en tant que personne qui transmet. Voilà. Vous avez été soutenu par votre famille quand vous avez dit que vous voulez faire du football? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours été soutenu par mes parents. Mes parents, ils ont toujours été présents. Ils ne connaissaient pas trop le football, mais ils ont appris au fur et à mesure. Mais c'est vrai que quand tu es soutenu par tes parents et par des personnes qui t'aiment, c'est beaucoup plus facile. Alors, Rock, il y a 9 ans, vous avez créé avec Rim Belaïd l'Académie JR24 en France. Vous pouvez nous parler des objectifs de cette académie? Donc, l'objectif de cette Académie JR24, elle a été créée il y a 9 ans avec la regrettée Rim Belaïd, paix à son âme, puisqu'elle est décédée l'année dernière. Donc j'ai créé cette école de perfectionnement pour permettre aux joueurs de s'améliorer tout en étant dans des clubs, de venir au quotidien à l'académie pour perfectionner leur gamme, améliorer leurs points forts et améliorer aussi leurs points faibles. Et ça marche depuis 9 ans et on a une grande réussite sur cette académie qui fonctionne très bien. Une académie basée sur la rigueur, le travail et le respect. Comment font les jeunes justement pour venir dans cette académie? Il y a des entraînements, c'est sur concours, enfin comment ça se passe exactement? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours voulu donner la chance à tout le monde. Donc, tout le monde peut y venir. Bien sûr, c'est une académie d'élite puisque faut pas oublier que voilà, j'ai quand même joué dans l'élite. Donc, avec le nom que j'ai et les aptitudes aujourd'hui que j'ai montrées, c'est sûr qu'il y a de très très bons joueurs dans cette académie, mais on forme. On reçoit des joueurs de tout niveau et c'est à nous, c'est à moi, l'entraîneur, le responsable avec mes adjoints, de faire un travail de fond et sur de longues années de faire progresser les joueurs pour qu'ils atteignent le meilleur niveau possible, avec énormément de conseils aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui sont passés dans cette académie. Oui, beaucoup de joueurs qui jouent aujourd'hui dans le monde pro qui viennent s'entraîner au quotidien. Voilà, donc ça fait plaisir de voir des garçons qui sont arrivés jeunes et qui aujourd'hui sont en Ligue 1, d'autres en équipe de France,
Donc c'est très très bien. Donc on continue le travail, mais encore une fois, hein, même en arrivant là, comme j'ai dit tout à l'heure à l'entracte, c'est la longévité qui parle. Ça veut dire Mm. que même si aujourd'hui ils sont là, demain ça se trouve s'ils continuent, ils arrêtent de travailler, ils seront plus là. Donc Ouais. la longévité, le travail, le sérieux et la rigueur, c'est les mots d'ordre. Ouais, c'est très Voilà. important justement, l'assiduité, la rigueur, l'entraînement et puis aussi être présent parce que ça c'est important aussi parce que je pense que dans votre école vous devez aussi apprendre l'humilité parce que beaucoup de joueurs professionnels, bah il y a tout ce qui est la visibilité, tout ce qui est justement, et bah il y a beaucoup de jeunes qui sont fans d'eux donc je crois parce que par mon parcours avec vous, hein, le fait de vous connaître, je sais que l'humilité est très importante pour vous. Bah, moi, je suis quelqu'un qui a été élevé dans une famille très modeste, déjà. Mm. Donc, moi, pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai dû travailler dur. J'ai Ouais. dû beaucoup souffrir pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, la souffrance, elle se fait dans l'humilité, hein. Quand vous êtes en bas de l'échelle, vous êtes humble, hein. C'est Mm. toujours quand vous arrivez en haut que vous perdez un peu d'humilité. Mais justement, moi, je suis là pour faire comprendre à tout le monde que justement, l'humilité, c'est la base de la réussite. Et qu'en étant humble, on peut aller plus loin, plus vite et surtout ne pas se tromper d'objectif. Parce que si on perd l'humilité, ben on peut, vous savez, le football, on peut monter très vite, Ouais. mais on peut descendre aussi vite que nous sommes montés. Donc l'humilité, ouais, c'est la base du travail pour moi. Ouais, Voilà. c'est ça, Rien ne se exactement. fait. Voilà. Alors, Roch Jefferson, après cette création justement de l'Académie JR24 en France, vous avez décidé de créer l'Académie JR24 en Guinée. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire justement? Bah, là, vous avez touché un côté sensible en moi, c'est que moi, depuis que je joue au foot, j'avais toujours rêvé de créer des écoles. Ouais. Je voulais beaucoup être dans la transmission. Je suis une personne qui aime voir les gens heureux, qui aime voir les gens réussir. J'aime voir les gens faire mieux que moi. Et je suis réellement comme ça. Alors j'ai toujours voulu créer à l'endroit où il n'y a rien. C'est facile de créer à l'endroit où il y a tout. Moi, j'ai voulu créer à l'endroit où il n'y a rien. Et je pense que l'Afrique était le meilleur continent pour créer quelque chose où il n'y a rien. Alors je suis venu par le biais de mes connaissances footballistiques. Et ça s'est fait tout seul. Et comme par enchantement, Dieu m'a ouvert des portes. Mm. Et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir l'Académie GR24 en Haute-Guinée, dans la deuxième plus grande ville du pays. Donc c'est un honneur pour moi. Moi, l'enfant de banlieue du 93, Ouais. qui est parti de rien, qui aujourd'hui détient ce que vous voyez derrière. Voilà, cette grande école qui s'appelle l'Académie GR24 en Guinée, à Cancan exactement, dans la Haute-Guinée. Ben, Voilà. c'est une fierté. Et d'ailleurs, pour parler de fierté, vous êtes aussi préparateur physique d'une équipe africaine, le Milo FC, qui a joué la Ligue des champions africaine. Et ça aussi, je pense que c'est une fierté pour vous. C'est une grande fierté. Je suis préparateur de l'équipe du Milo qui a terminé troisième du championnat guinéen l'année dernière et qui a fait les éliminatoires de la Ligue des champions africaine. Et je suis aussi préparateur physique de la sélection de joueurs de la section U23 et U20 de la Guinée. Mm. Donc des joueurs qui sont en sélection nationale. Donc c'est une grande, grande fierté d'avoir déjà fait ce parcours et j'espère ne pas m'arrêter là. Avez-vous des besoins pour pouvoir aider encore plus la jeunesse africaine? Bien sûr, on en a toujours. Vous savez, ici, il n'y a rien. Ouais. Hier, j'ai fait 300 km de village. C'est tragique. C'est terrible. C'était, c'est, ce que j'ai vu hier, c'est terrible. Vous savez, quand vous rentrez dans des villages en Guinée et que vous voyez que chaque matin, les enfants, les femmes font 25 km aller, 25 km retour pour aller chercher de l'eau, c'est tragique. Mm. Des villages où vous avez l'impression que vous êtes dans la préhistoire. Des villages où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Ils vous accueillent comme s'ils avaient tout. Et Avec le ça, sourire. c'est quelque chose qui me touche. Mm. C'est-à-dire que je ne suis pas que ici pour le football, je suis ici aussi pour autre chose parce que je pense que j'ai un devoir. Le football m'a apporté tellement de choses et m'apporte tellement de joie. Et je pense que je suis dans l'obligation de rendre ce que le football m'a apporté et ce que Dieu me donne chaque jour. Et je pense que aller dans les villages, rencontrer les gens, parler avec eux, il n'y a, y a pas plus beau que ça, vraiment. Et c'est terrible de voir que
On est en 2022. Oui, c'est ça. Les gens font semblant de ne rien voir, mais moi je vois. Et c'est terrible. Vous voyez parce que vous êtes sur le terrain, parce que vous partez sur le terrain, et justement le fait de participer à cette émission sur RTV et de transmettre encore une fois ce message, le fait de visiter ces villages où ils n'ont rien, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité, comme vous dites, ces femmes, ces enfants qui vont faire 25 km pour aller chercher de l'eau, ou même les enfants pour aller à l'école. On ne se rend pas compte ici en Europe ou là en France de la chance que l'on a de pouvoir accéder à l'eau potable, d'accéder à l'école, à l'éducation, de ne pas faire ces kilomètres, de ne pas travailler dur, comme ces enfants-là qui sont obligés d'aider leurs parents parce que malheureusement ils n'ont pas de quoi manger. Et ça c'est important justement, Roch, de passer ce message. On sent à votre voix que vous êtes énormément touché. Parce que je connais votre grand cœur et surtout votre côté humaniste, parce qu'il y a aussi ça en vous, ce côté humaniste. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous faites énormément dans l'humanitaire. Vous êtes aussi parrain d'orphelins. Et ça, c'est touchant. Je suis parrain de beaucoup de garçons et de filles orphelins. Après, je pense que c'est un devoir qu'on a et je pense que le mettre en vue, c'est pas pour avoir des éloges, on s'en fout. Bien sûr. Et c'est surtout pour que les gens puissent prendre conscience que on a chacun l'opportunité dans nos foyers aujourd'hui, dans ce qu'on a nous, de prendre un orphelin. On a chacun l'opportunité de venir sur le terrain. On va tous en vacances, on fait tous des vacances. On va tous partout dans le monde, on fait tous des amusements. Et je pense qu'aujourd'hui, un puits ici, c'est 2 000 €. C'est 1 600 € un puits. Ouais. Un puits. Vous vous rendez compte que dans des villages, il y a des familles, des mamans qui n'ont pas d'eau. On est en 2022. L'Afrique, la Guinée est entourée d'eau. Et ils n'ont pas d'eau. Ouais. Vous vous rendez compte? Et je pense que si ça ne nous touche pas, plus rien ne nous touchera. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on prenne conscience, nous, ceux qui sont dans le sport professionnel, j'appelle aussi les sportifs guinéens professionnels et même tous les sportifs africains, de pouvoir prendre conscience de ça et de venir sur le terrain pour regarder. Moi, je fais du foot de haut niveau aussi. Et je prends le temps d'y aller parce que pour moi, c'est un devoir. Et ce qui est important aussi, justement, vous parlez d'aller parrainer des orphelins et aussi de faire des puits, de construire des puits. C'est 1 600 €, mais ces 1 600 €, ils vont pouvoir donner de l'eau potable à parfois un village, je crois. Tout un village. Tout un village, voilà. 2 villages. Et vous savez, quand vous faites un puits dans un village et que vous revenez, vous avez l'impression que vous leur avez donné leur vie. Ouais. Vous avez l'impression que vous leur avez donné leur vie. C'est là qu'on voit que l'eau, c'est important. Et c'est là que vous voyez l'importance de ces choses minimes, parce que pour nous, c'est minime. On a de l'eau tous les jours, on engage tous les jours, on jette des bouteilles partout tous les jours. Et là, on voit que eux, quand ils ont le puits, ils sont les plus heureux du monde. Et c'est exceptionnel. Et ça, c'est obligé quand vous êtes humain, quand vous êtes une personne normalement constituée, avec un cœur. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Vous êtes obligé d'être touché par ça. Ça, c'est une obligation d'être touché par ça. Et je pense que nous, humains, on est obligés de s'investir dans ce genre de choses. Nous sommes obligés de le faire. C'est notre rôle. Je pense que pour vous, c'est une mission de vie de pouvoir transmettre ces messages humanistes, tout en étant un très grand footballeur et entraîneur, parce que par votre métier, vous donnez aussi la chance à ces jeunes qui sont derrière vous, qu'on voit, ces jeunes qui s'entraînent de Guinée, pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous êtes un peu aussi leur parrain, vous êtes un peu leur... entre guillemets, ange gardien sur Terre pour leur permettre justement d'aller au bout de leurs rêves. Et ça, c'est énorme parce que tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne va pas en Afrique, tout le monde ne va pas dans des villages reculés, tout le monde ne donne pas cette chance à cette jeunesse parce que la jeunesse, il faut y croire. Et vous faites partie de ces gens qui croient en cette jeunesse et ça, c'est très important justement de le rappeler, tout en étant... sur le terrain, en œuvrant, en faisant beaucoup d'actions humanitaires, même si je sais que vous êtes très humble, mais c'est important de le dire justement, de prendre du temps à la fois pour faire ce qu'on aime, et c'est ce que vous faites,
Vous allez sur le terrain, vous allez former des jeunes, vous allez les entraîner pour qu'ils soient justement les footballeurs de demain. Et en même temps, vous n'oubliez pas votre mission sur Terre, parce que vous avez énormément la foi et que vous vous dites, moi, si je suis sur Terre, c'est pour transmettre. Je pense que c'est ça, je me trompe pas? Bien sûr, mais je pense qu'on est ici pour faire le bien. Et c'est des choses comme ça qu'on doit partager. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on doit démontrer. Quelle que soit la personne qui le fait, on s'en fout du nom, du prénom. Mais l'important, c'est que ça soit, que les gens puissent prendre conscience de ça et que beaucoup de gens puissent s'investir, nous appeler, nous aider, donner un petit peu de temps de leur personne. Et si on est tous ensemble, faut pas que ça soit un. On s'en fout de qui fait, en fait. Faut qu'on soit plusieurs et tous à le faire. Et je pense que c'est la seule chose qu'on laissera. Moi, je ne laisserai pas le fait d'être un bon entraîneur, je ne laisserai pas le fait d'être un bon copain, mais je laisserai ça. Ouais. Le fait d'avoir essayé d'aider, d'avoir essayé de donner ce que Dieu nous donne chaque jour. Nous, on a la santé, on a la plus grande richesse au monde, on a la santé. Et eux, quand ils sont malades, ils meurent, ils n'ont aucun numéro social, on les enterre derrière leur village. Et ils ont vécu comme ça toute leur vie. Parce qu'il manque de médicaments, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas de médicaments. Ouais. Vous vous rendez compte? Il n'y a rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est la préhistoire. Et pourtant, ils vous donnent le sourire. C'est ça, hein? Et pourtant, ils vous accueillent avec le sourire. Et même s'ils n'ont pas, ils aimeraient vous donner ne serait-ce que le grain de riz qu'ils ont, quoi. Ils ne se plaignent pas. Ouais. Hier, j'ai distribué des bonbons. Et à un moment donné, il y avait une petite fille, elle avait un bonbon dans les mains et j'avais pas vu. Et j'allais lui en donner un deuxième. Elle m'a dit non, j'en ai déjà eu un. Eh ouais. Eh ouais. C'est terrible. Ça, c'est une bonne leçon parce que malheureusement... C'est terrible. Vous vous rendez compte, elle n'a jamais de bonbons. Ouais. Elle n'a jamais de bonbons. Elle en a un, je lui en donne un deuxième et elle le prend pas. Vous vous rendez compte les valeurs qu'ils ont, ces enfants? Ouais. Ils grandissent dans la misère, mais ils ont des valeurs incroyables. C'est ça. C'est ça. Moi, quand je viens ici, je suis un homme changé. Je suis un homme heureux. Vraiment. Ça vous change beaucoup. Un homme heureux ici. Ça vous change énormément. Ouais, je suis heureux. Je suis plus heureux que là où je suis. Ouais, j'imagine. Et voilà, c'est incroyable. Voilà. Roch, vous pouvez nous parler justement d'une anecdote avec ces orphelins que vous parrainez? Oui, j'en ai. Hein. Alors, j'ai parrainé des jumeaux, des faux jumeaux. Et quand je les ai parrainés, ils m'ont envoyé un message. Et ils m'ont dit, ils m'appellent tonton. Ils m'ont dit, tonton, on va commencer l'école. Et je leur ai dit, oui, je sais et tout, on va commencer l'école. Et ils m'ont tout de suite dit, on va tout faire pour te rendre fier de nous. On va avoir des bonnes notes. Et ça, c'était incroyable. J'avais l'impression d'être leur père, en fait. Ouais. Et pour moi, je suis leur père. Et en fait, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'avais l'impression d'être leur père. Et quand ils m'ont dit ça, c'était terrible. Je me disais, mais attends, il y a des endroits, ils ont même pas envie d'aller à l'école. Là, j'ai la chance de pouvoir les faire aller à l'école. Et sans que je leur demande d'avoir des bonnes notes, sans que je leur demande quoi que ce soit, ils se sentent dans l'obligation de rendre ce qu'on leur donne. Et ça, c'est pas la plus belle anecdote, il n'y en a pas d'autre. C'est une très belle histoire, c'est une très belle anecdote. Et on voit encore l'importance des valeurs et surtout la reconnaissance qu'ont ces enfants qui n'ont rien. Et quand on leur apporte leur aide, on voit qu'ils sont là en train de faire ces promesses, de réussir. Et ça, c'est extraordinaire. Et je me mets à votre place de ressentir cette émotion, ce bonheur, cette joie immense qui est indescriptible. En fait, je peux pas vous expliquer, mais vous le voyez dans ma voix, j'arrive pas trop à m'exprimer. Et puis, vous savez, dans l'humanitaire, il y a deux choses. Vous allez le faire, ça va être peut-être bien vu par certains et mal vu par d'autres. Il y en a, ils vont dire il le fait parce que nanani, il y en a, ils vont dire il le fait, c'est bien. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que si personne ne le fait, si personne ne le montre, mais ces gens-là, ils sont seuls. Parce que moi, quand je suis arrivé dans l'humanitaire, j'ai vu quelqu'un m'a donné envie.
Et c'est par le biais du rappel qu'on arrive à se sensibiliser. Si on ne montre pas le terrain, si on ne montre pas la réalité, nous allons vivre avec des œillères. Parce que nous, en France, on vit avec des œillères, Ouais. réellement. On fait que se plaindre. Mais on ne pense pas à celui qui a moins. Il vaut mieux regarder celui qui a moins que celui qui a plus. Mais nous, en France, on regarde celui qui a plus. Donc, on vit avec des œillères. Donc, le rappel de ces émissions, le rappel de ces vidéos sur les réseaux, permettre à des gens d'être sensibles et de se dire, mais attends, il y a plus mal que moi, en fait. Je vais Justement, aller voir. et oui, Et et quand oui, vous oui, allez c'est vrai. là-bas, vous comprenez que vous êtes riche. Hier, j'ai dit ça dans mes réseaux. Je suis riche. Riche en santé. Riche en argent. Je suis riche. Et je ne peux plus me plaindre. Je ne peux plus me plaindre. Et c'est comme ça, tout à l'heure, je vous ai dit, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure à l'entracte, je suis un homme changé. L'Afrique a changé ma vie. Voilà. On le voit, on le voit. Et justement, j'ai une question sur cette jeunesse du monde. Que pensez-vous justement de ce monde où la jeunesse est prisonnière du paraître, est prisonnière de ce monde violent? On voit que les guerres, les virus, tout ça. Comment aider cette jeunesse un peu plus? Bah, c'est tout simple, hein. C'est un monde pourri par l'argent. Tout le monde veut gouverner, tout le monde veut être le meilleur. Tout le monde veut écraser tout le monde. Personne n'est loyal. Et forcément, bah, ça donne des guerres. Ça donne des enfants mal éduqués. Parce on a raté l'éducation. Parce on grandit pas dans des valeurs. On obtient tout de suite. On grandit pas dans la difficulté. Aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui ont une éducation, mais donnent une autre éducation à leurs enfants. Pas du tout l'éducation qu'ils ont eue. Pas tous. Je généralise pas. Il y en a beaucoup. Moi, je suis dedans et je vois. Aujourd'hui, on est gavé. On n'arrive pas à dire à son enfant non. On n'arrive pas à lui dire t'en as pris trop. On n'arrive pas à lui dire stop, ça suffit. On n'arrive plus. Donc forcément, on fait des gens mauvais, des gens égoïstes. Et si vous êtes égoïste, vous pouvez pas donner. Vous pouvez pas donner. Vous pouvez pas. C'est pas possible. Vous allez penser qu'à votre petite personne. Et nos chefs d'État, c'est la même chose. Donc on est à l'image de nos chefs d'État aussi, de ceux qui nous gouvernent, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'au diamant, qui ne pensent qu'à l'or, qui ne pensent qu'aux belles voitures. Donc en fait, on est à cette image-là, le paraître. Voilà, c'est les belles voitures, l'argent, l'or, c'est du paraître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on se sent pas bien en fait. On n'est pas heureux. On est prisonnier de tout ça et on n'est pas heureux. Et, et quand vous allez dans les villages et vous voyez le peu qu'ils ont, et ils sont heureux, ils sont ensemble, ils sont exceptionnels. Et franchement, voilà. Et vous voyez qu'avec rien, ben, vous pouvez être heureux. Et ça, c'est le vrai bonheur. C'est ça, exactement, Rogue. C'est ce que vous avez tout compris. C'est le véritable bonheur. Voilà. Pourquoi? Parce Voilà. que en fait, là, aujourd'hui, c'est vrai, en Occident, où on a tout, et c'est là, ou surtout en France, c'est là où il y a la consommation le plus d'antidépresseurs, par exemple. Mais, Et, bien sûr, regardez regardez les gens qui sont dans la lumière, comment ils finissent la plupart, ouais. se suicident, ils terminent mal, ils le vivent mal, ils paraissent heureux, mais ils sont malheureux à l'intérieur. Et pourtant, ils ont tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit montrer à nos enfants, aux enfants qui seront les adultes de demain, les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, que le bonheur ne se fait pas dans le matériel, mais le bonheur se fait dans le cœur. Le bonheur, déjà, c'est d'être en bonne santé. Et si on en apprend les vraies valeurs et que les écoles s'arrêtent sur les valeurs, avant la préhistoire, avant l'esclavage, avant tout ça, même si c'est important aussi, mais si on revient dans une société avec des vraies valeurs, je pense qu'on aura des adultes de demain qui seront bien meilleurs et on aura une meilleure vie. Voilà. Ça, je le confirme, ça c'est sûr. Roch, vous pouvez Voilà. nous parler justement de ces jeunes qu'on voit s'entraîner depuis tout à l'heure? Alors, ouais, c'est des jeunes de tout âge, hein, qui sont dans une académie avec énormément de rigueur. Donc, vous savez, l'Afrique, il faut apporter la rigueur. Ils ont le talent footballistique, il y a le talent, mais il faut aussi leur apporter l'habillage. Donc, moi, j'appelle ça l'habillage, c'est-à-dire habiller son talent avec de la rigueur, du respect, d'accord, la notion du travail, du dépassement de soi-même. Eux, ils n'ont rien, donc ça, ils le connaissent. Vous voyez, le terrain qu'il y a derrière, c'est un synthétique, c'est le seul terrain de Cancan qui est comme ça. Ça, c'est le plus beau terrain de la région. Les autres terrains, c'est des terrains rouges avec des flaques d'eau, avec des cailloux. Voilà, ça, c'est pour eux, c'est le Parc des Princes. Là, ils sont au Parc des Princes, là. Voilà,
c'est le meilleur terrain qu'ils ont eu de leur vie. Voilà. Donc, en fait, le dépassement de soi-même, ils l'ont. Ils se bagarrent parce qu'ils ont envie de partir d'ici. Ils rêvent tous de carrière à la Sadio Mané. Ils rêvent tous de devenir des grands joueurs de foot, mais on leur apprend aussi à devenir de grands hommes avant d'être des joueurs de foot. Parce qu'avant d'être un joueur de foot, il faut être un grand homme et avec des valeurs. Donc, on leur apprend déjà la notion du respect, des valeurs, du dépassement de soi-même, de l'humilité. Et ça fait que ça devient des hommes. Et en même temps, il y en a certains, on n'arrivera pas à sauver tout le monde, mais Inch'Allah, je l'espère, en sauver le maximum. Voilà. Il y a combien de jeunes dans cette académie de Guinée? Alors, de façon formelle, dans mon académie, il y a 26 académiciens de 15 à 19 ans. D'accord. Après, il y a une autre école de foot où ils sont une trentaine, d'accord, de 7 à 14 ans. Et après, il y a l'équipe professionnelle, qui sont un groupe de 27 joueurs professionnels qui ont fait les éliminatoires de la Ligue des champions africaine. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe pour l'adhésion? Il y a des aides Non, là, c'est moi qui fais une sélection des meilleurs joueurs. D'accord. Parce que malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Ouais. Vous voyez au fond ici, derrière moi, il y a la tribune, mais derrière, ils ont des dortoirs. Ouais. D'accord, on a mis des lits, on a créé des chambres et ils dorment au stade. On leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Voilà. Et donc, on leur apporte ce qu'ils ont besoin et ça leur permet d'avoir des valeurs, d'arriver à l'heure, d'être habillés, d'avoir leur équipement, de laver leur équipement eux-mêmes. Et on a mis des surveillants qui les surveillent pour les gérer la journée. C'est énorme en fait Voilà. ce que vous faites. C'est énorme ce que vous faites pour ces jeunes. Voilà. On les voit en tout cas. Ils étaient synchro à porter. On les voyait derrière. Ils sont très gentils, ils sont très respectueux, ils sont très, très, très respectueux. Ouais, j'imagine. C'est vraiment une vraie valeur chez eux. Ouais. Et ça, c'est important. Justement, il faudrait qu'il y ait des groupes de jeunes d'ici, qu'on puisse les amener là-bas pour leur permettre justement de voir la différence parce qu'on voit notre jeunesse ici. C'est très difficile. Hein. C'est très difficile, ne serait-ce qu'avec les parents ou avec la société. C'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous savez, ici, il n'y a aucun parent. Regardez, il n'y a aucun parent au kilomètre ou au mètre carré. Il n'y a aucun parent. Ils sont tout seuls. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils grandissent avec des valeurs. Parce qu'ils doivent se faire tout seuls, ils doivent se construire tout seuls. Donc moi, je suis un espoir pour eux. Ouais. J'ai une grande, grande responsabilité. Je ne peux pas les abandonner. Je dois passer plus de temps avec eux qu'avec moi-même. Je dois donner plus de temps pour eux que pour moi. Parce que c'est eux qui vont faire leur vie. Moi, la mienne, elle est faite. Et je me dois. Et Dieu m'a envoyé pour faire ce métier. Et j'essaie de faire le mieux possible avec les moyens que j'ai. Et je pense que Dieu me facilite. Amen. Voilà. En tout cas, on le souhaite, Roch Jefferson. Un dernier mot, parce que c'est la fin de l'émission. Pour ceux qui nous écoutent. Je voudrais vous remercier déjà. Je voudrais te remercier, Inda, parce que tu es une femme exceptionnelle, avec des grandes valeurs. C'est pour ça que quand on s'est rencontrés, ça a tout de suite matché. Tu es une femme qui vit des moments très difficiles aussi dans ta vie avec ton fils, que j'ai pu acquérir à l'académie, avec sa maladie. Et je voulais te tirer mon chapeau et te dire que tu es formidable, de courage. Et tu n'es pas beaucoup aidé aussi. Et ouais, je tiens à te dire que moi, je serai toujours là si tu as besoin. Donc, je te remercie pour l'invitation. Je voudrais faire un cri aussi d'aide aussi pour continuer aux gens qui ont pu me faire des dons de crampons, de médicaments, de soutenir l'association Rambo, qui est l'association de Jessie Camara, qui est passée chez Thierry Ardisson il y a quelques semaines. Voilà, que j'aurai l'occasion de te présenter à Inda. Et voilà, je voulais remercier aussi ceux qui regardent cette émission, ceux qui la produisent. Et voilà, un grand merci à toi. Et voilà, et un grand merci à la Guinée de m'avoir accueilli. Et ça, je n'oublierai jamais. Merci beaucoup. Merci, Roch, tu m'as fait pleurer. Merci à toi. Merci, prends soin de toi et prends soin de ces jeunes. Ce sont tes enfants, en tout cas. Je dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci en tout cas à tous. Merci de nous avoir suivis sur RTV dans cette émission interview. C'est vrai, beaucoup d'émotions en tout cas. Voilà. RTV, c'est ça, c'est vous transmettre des valeurs, c'est vous transmettre de l'espoir et c'est aussi de vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes là sur Terre. Aider son prochain, c'est avant tout s'aider soi-même. Merci, à très bientôt. Au revoir.